Bonjour à tous, bienvenue sur l'événement Sharing for the Future co-organisé par le Masters Test et le Cluster Montagne. Je suis Kaline Osaki, responsable du développement au Cluster Montagne. Et le Cluster Montagne est une association qui fédère les acteurs de l'aménagement touristique de la montagne française. Bonjour, alors moi je suis Nico Didry, je suis enseignant sur le Master Stratégie économique du sport et du tourisme de l'Université Grenoble-Alpes, autrement dit Master CEST. Voilà, donc je suis très heureux de vous accueillir, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette session un petit peu innovante et cette nouvelle journée Sharing for the Future. Je voulais remercier le Cluster Montagne qui avait répondu positivement et de manière très dynamique à notre proposition de collaboration sur cet événement-là que nous avons monté. Alors on s'excuse par avance, il y aura peut-être quelques bugs techniques. On est en train de développer une nouvelle façon de faire. Hein. Donc là, nous sommes en direct sur le plateau de Télé Grenoble, qu'on remercie aussi, et avec la plateforme développée par Insight Outside. Donc c'est la première fois qu'il y a cette collaboration aussi. Donc, bienvenue dans cette expérience innovante et novatrice, voilà, que nous allons vivre ensemble. Juste un petit mot, juste pour préciser pourquoi le Master CEST, puisque ça fait partie de nos thèmes de réflexion. C'est un master professionnalisant sur la thématique du sport, du tourisme et de l'événementiel. Et donc, toutes les problématiques dont on va parler aujourd'hui, qui sont aussi celles du cluster montagne, voilà, font partie de notre réflexion. Merci Nicolas. La crise que nous traversons depuis un an est inédite. Hein. Elle nous impacte vraiment très spécifiquement dans sa forme ou dans ses conséquences. Elle nous touche, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Continuer à avancer et professionnellement et personnellement continuer à s'épanouir. Et garder cet esprit positif et croire en l'avenir, c'est quelque chose de pas facile. C'est un vrai challenge actuellement pour tous. Mais, et des psychologues rappelaient encore récemment que l'être humain a besoin de deux choses essentiellement pour avancer, c'est les projets et les interactions sociales. Donc ce sont deux choses qui sont quand même un peu compliquées en ce moment. Notre grande famille du monde sportif, du tourisme et de l'événementiel n'a pas été épargnée par la crise. Et comme dans toute crise, des entreprises se meurent, d'autres se développent et de nouvelles entreprises se créent. Et l'année 2020 a beau avoir été une succession de difficultés, il y aura des choses en tout cas à retenir, des enseignements à retenir pour continuer à avancer et se projeter dans l'avenir. Et l'événement d'aujourd'hui a pour vocation d'être une bulle d'air dans nos activités professionnelles. L'objectif est de fédérer pendant une journée les acteurs du secteur, faire émerger les bonnes réflexions concernant le contexte et de partager les bonnes pratiques pouvant nous inspirer les uns et les autres. C'est ça. Et alors, malheureusement, dans le contexte actuel, prendre le temps, c'est devenu un luxe. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une vraie pause réflexive. Hein, c'est de prendre le temps de se poser, de réfléchir et d'envisager l'avenir, d'anticiper un petit peu. On va rappeler la philosophie de cet événement-là, qui est résumée finalement dans les deux termes du titre de l'événement, Sharing for the Future, avec deux notions fortes, la notion de partage. Vraiment, hein, donc c'est l'esprit aussi de cette journée-là, de cette conférence, partager ses pratiques, partager ses analyses, partager ses idées. Donc vous allez avoir tout au long de la journée un panel d'intervenants triés sur le volet. Vraiment, qu'on a choisi avec le cluster montagne et le Master CEST, voilà, pour avoir une diversité des intervenants, une diversité des points de vue aussi. Donc voilà un premier partage. Et l'autre partage, c'est le côté interactif. Vous allez tout au long de la journée avoir des questions. Enfin, on va vous poser des questions, vous allez pouvoir y répondre, des sondages. Donc ça va créer aussi une interactivité, un partage de votre part. Et vous pourrez aussi bien sûr poser vos questions directement, puisque chaque session sera suivie d'une période de questions-réponses. Voilà un petit peu pour la philosophie. Puis l'autre point, c'était le futur. Voilà, c'est une réflexion qui vise à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire demain, comment on va faire demain. Et cette crise finalement actuelle, eh bien, comment est-ce qu'elle change nos modes de consommation, les modes de consommation des acteurs du territoire, les modes de fonctionnement aussi. Et voilà, donc c'est un petit peu la thématique et le fil rouge de toute la journée. Alors, on va passer au programme. Oui, c'est ça. Donc, on donne tu veux rappeler le programme d'abord ?
Donc, on a d'abord, dans un premier temps, cette plénière sur post-Covid, tendance et innovation dans le secteur des loisirs. Dans un second temps, à 10h45, on commencera une table ronde de regards croisés mer et montagne. Et cet après-midi, nous ferons un focus sur l'événementiel et voir comment les acteurs s'adaptent face à la crise. Donc, on donne d'abord le top départ pour cette première plénière. Post-Covid, tendance et innovation dans le secteur des loisirs. Nous avons donc 3 intervenants. Lionel Flasseur, directeur du CRT Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Lydie Lanza, responsable marketing sport d'hiver chez le célèbre équipementier Salomon, qu'on ne présente plus, et Romain Lobet, le directeur général et le fondateur de l'infrastructure de loisirs WAM Park. Donc, je vais inviter tout d'abord Lionel à intervenir sur cette question. Quel impact de la crise et quelle tendance quelle perspective pour le tourisme de demain? Parfait, merci Kaline. Alors, tu as prononcé le mot de bulle d'air et on a parlé également de prendre le temps. Je vais faire exactement l'inverse, c'est-à-dire je vais vous replonger dans la crise et dans les crises en tant que telles, d'une part, et d'autre part, j'ai que 12 minutes pour vous présenter un certain nombre de sujets. Alors, bien sûr, rassurez-vous, j'imagine que tous les éléments seront donnés par la suite et donc les éléments de l'étude que je vais vous partager vont effectivement pouvoir être partagés par la suite. J'essaie juste de faire en sorte que je puisse voir mes slides, tout simplement. Voilà. C'est parti. Ça fait bien défiler. Donc, pendant que Lionel, ils sont là. Voilà, ils sont là. Donc, effectivement... Lionel, on va juste rappeler... Donc, chaque intervenant va faire une présentation pendant 12-15 minutes et après, il y aura 10 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions, à les envoyer sur le chat, à être interactif. Nous, on regarde en permanence et c'est parti. Parfait. Donc, effectivement, j'ai peu de temps. Je vais aller rapidement sur un certain nombre de sujets. Alors, pourquoi je souhaite vous replonger effectivement dans les crises du passé? Tout simplement parce que par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, nous pouvons nous poser un certain nombre de questions. Ces questions, elles sont simples. C'est de savoir est-ce que la crise que nous vivons va de manière en profondeur vont changer les choses ou en fin de compte c'est une espèce de redite. Et en fin de compte on a travaillé avec Sociovision qui effectivement a analysé et remonté au siècle dernier et remonté dans les différentes crises. Et donc vous en voyez. Donc là j'en avais 3 par exemple, que ce soit l'épidémie du SRAS, que ce soit la crise des subprimes ou la catastrophe nucléaire de Fukushima. Et par rapport à ces crises, on s'aperçoit qu'effectivement il y a un certain nombre de points communs. Ces points communs, vous les voyez à l'écran, c'est le retour aux racines, d'une part, c'est-à-dire qu'effectivement, on se raccroche à des choses que l'on connaît. C'est le made in France, le local. Alors là, effectivement, on a l'impression que c'était une découverte cette année. Non, ce n'est pas une découverte. Systématiquement, après chaque crise, on a ces réflexes de consommation locale. On a également ces réflexes presque philosophiques qui consistent à dire... On est dans une société de trop de consommation et on veut retourner vers de la sobriété. Et puis, il y a le plaisir, effectivement, qui reste, je dirais, une constante. Donc, c'est important, effectivement, d'analyser les crises du passé pour s'apercevoir qu'on a des réflexes de base qui émergent à chaque crise. Et ça a été prouvé. Et c'est la même chose sur l'année 2020. Alors, pour autant, cette crise, elle a un certain nombre de particularités. Ces particularités, effectivement, vous pouvez les voir à l'écran. La première chose, c'est qu'elle dure. Et donc, c'est une vraie pause. Elle est mondiale, elle dure. Et donc, véritablement, et notamment sur le premier confinement, on a le sentiment qu'on a eu un vrai coup d'arrêt. Ce coup d'arrêt, il a permis à chacun de réfléchir en profondeur. Et ça, effectivement, c'est peut-être une première par rapport aux précédentes crises. La transparence, bien sûr, par rapport à ce qui se passe, et on le vit encore actuellement, on demande de la transparence. Et puis le dernier point également qui a émergé, c'est les règles. On a une liberté qui est contrainte en tant que telle. On nous impose des règles qui vont bien au-delà de la crise elle-même. Et tout ça, effectivement, ça crée des changements qui sont en profondeur. Il y a 2 phénomènes qui, eux, vont s'inscrire dans le temps et sur lesquels il faut pouvoir s'appuyer pour effectivement construire nos stratégies du futur. La première, c'est la généralisation du télétravail. C'est un phénomène contraint aujourd'hui pour bon nombre d'entreprises, pour bon nombre d'entre nous, mais aujourd'hui,
que ce soit les citoyens, que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit les entreprises, appellent effectivement à généraliser ce nomadisme et cette nouvelle façon de travailler. Et la deuxième chose également, c'est le rêve de nature, de grands espaces. C'est dû également à la digitalisation de nos activités, à la portabilité effectivement de notre façon de travailler. Et effectivement, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va créer un nouvel exode? Et si ça crée un nouvel exode, ça aura un impact important pour la société de loisirs et de vacances dont nous parlons. Alors ce qui est important, une fois qu'on a effectivement déterminé ces changements liés à la crise, c'est de savoir, mais en fin de compte, à qui parle-t-on? Parce que souvent, on est dans des grandes généralités alors qu'il faut avoir des approches un peu segmentées. Vous avez ce slide-là qui montre que la société française, elle est coupée en 4. Alors, les marketeurs adorent ce genre d'approche, tout simplement parce qu'effectivement, ce sont des segments. On a des segments de clientèle, et là, ce sont des segments sociologiques. On entend des discours, certains poussent effectivement pour avoir un changement de consommation, un changement de société en tant que tel, et vous apercevez dans ce petit slide que ça fait partie d'un certain segment de population qui peuvent représenter une minorité. Puis il y a d'autres personnes, au contraire, qui par réflexe de base s'ancrent de plus en plus dans les racines, voire veulent revenir en arrière pour dire que c'était mieux avant. Et donc, c'est intéressant d'avoir ce genre d'approche, effectivement, parce qu'on voit qu'on ne peut pas avoir un discours généraliste, il faut avoir des discours spécifiques, libre à chacun, effectivement, de choisir sa cible. Quand on est une entreprise, on peut faire ce choix-là. Quand on est un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la deuxième région touristique française, on doit être en capacité de s'adresser au plus grand nombre et donc, du coup, d'avoir une approche segmentée. C'est intéressant de voir également comment ces segments ont évolué dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce slide, vous voyez effectivement, quand on parle, et les médias s'en font écho, qu'il y a une espèce de décrochage entre ceux qui aspirent à se projeter déjà en avant et ceux qui, au contraire, pour des raisons économiques, eux, je dirais, cherchent tout simplement à retrouver, sont dans une situation qui est précaire en tant que telle. On voit effectivement qu'au fil des 9 dernières années, ces segments-là tendent effectivement à pousser et donc du coup on a un décalage qui est en train de se créer dans la société française. Alors après, la question qu'on peut poser aux Français, et celle-ci a été posée et elle est très récente, c'est est-ce que vous avez un projet de vacances? Alors je rassure tout le monde, même lorsque nous sommes au cœur de la crise comme actuellement, les Français ont des projets de vacances. Un sondage est sorti récemment par Abritel, par exemple, qui montrait que 83% des Français aspirent à prendre des vacances, à profiter des vacances. Alors après, on peut se demander, mais quel type de vacances? Eh bien, vous avez effectivement les familles qui vous sont données. La première chose, c'est la déconnexion, c'est la découverte de nouveaux lieux. Il y a une notion de prix, il y aura un impact économique, donc il y a une notion de prix, et il y a une notion de nature et des grands espaces. Le deuxième tronc je dirais, d'intérêt, de centre d'intérêt, c'est autour de la convivialité. C'est du soleil, c'est la famille, c'est la gastronomie, donc c'est des valeurs qui rassemblent. Et enfin, effectivement, les divertissements, et ça intéressera notre collègue, qui est effectivement une aspiration très forte qu'on peut retrouver tout au long de ces tendances. Et après, une fois que vous avez ces aspirations, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir, mais ces aspirations, c'est pour quel type de Français? Alors là, on avait 4 segments, mais on a essayé de regrouper en 2 familles. La première famille, effectivement, c'est ceux qui aspirent à se divertir, mais avec une notion de contrôle du budget qui va être importante. Et puis, la deuxième, les 2 autres segments qui, eux, qui ont un pouvoir d'achat qui est toujours là et qui, eux, plus que jamais, veulent découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles activités et véritablement se dépayser. Et donc, quand on a vu ce qu'a apporté cette crise, quelles sont les tendances, quelles sont les aspirations des Français pour les vacances, effectivement, on peut en décrypter un certain nombre de tendances. La première tendance de fond, mais vous le savez, mais on le redit, c'est l'accélération de la digitalisation. C'est vrai dans les outils, c'est vrai dans le mode de consommation. Le secteur des loisirs, le secteur du tourisme a toujours été au cœur des bouleversements technologiques. C'est le secteur qui à la fois les influence, mais également qui est le plus impacté et qui en tire un certain bénéfice. Et aujourd'hui, toute la chaîne de valeur est touchée par la digitalisation, comme on peut le voir, avec des taux très très élevés, depuis la préparation des vacances, depuis en amont, jusqu'à la location de son matériel, donc tout au bout de la chaîne. Et cette digitalisation, elle est renforcée aujourd'hui à marche forcée.
quand vous êtes confiné, vous allez commander davantage effectivement à distance. Et donc tout un chacun est rentré encore plus dans ce monde de la digitalisation. On parle de nouveaux commerçants. On a aidé pour faire en sorte que développer le click and collect, par exemple. Tout ça va effectivement faire en sorte que cette tendance de fond, elle est là. Elle était déjà là, elle est là et elle va encore se renforcer. La deuxième tendance, alors là, c'est une complexité incroyable. On veut un peu tout. Voilà. On veut de la flexibilité, on veut du dépaysement, on veut de la qualité, mais on veut également d'avoir une modularité dans les prix. Donc tout ce mix en tant que tel doit être retrouvé dans des nouveaux lieux ou dans des lieux anciens qui ont été complètement revisités avec un espèce de mélange entre le business, le plaisir, le loisir, la vie personnelle, la vie professionnelle. On en parlait déjà avant avec l'avènement du télétravail, avec la technologie. Aujourd'hui, il y a un brassage des genres que l'on va retrouver également sur les lieux de loisirs. Les lieux de loisirs sont également des lieux de business et vice-versa. C'est la deuxième tendance. N'hésite pas, Kaline, à me dire si je suis dans les temps. La troisième tendance, effectivement, c'est la santé et c'est le bien-être. Alors, on a l'impression, effectivement, que ça a toujours été le cas. La santé, on en parle, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Là, on est en train de parler de prévention santé. On attend de ses loisirs et de ses vacances autre chose qu'une parenthèse, autre chose qu'un moment de détente. On attend véritablement à avoir un bénéfice durable. Et ce bénéfice durable, il peut passer effectivement par la prévention santé, dans la manière de se divertir, dans la manière de se dépayser, dans la manière de s'alimenter en tant que tel. Nous, au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on a pris 2 initiatives en ce sens-là. La première, on a étudié ce qu'apportait le milieu de montagne sur la santé humaine. C'est un des articles du cahier de tendance du cluster montagne, effectivement, qui montre qu'effectivement, c'est un milieu de par son environnement qui est bénéfique pour la santé de tout un chacun. La deuxième chose, c'est que nous avons lancé en pleine crise du coaching bien-être, du coaching santé, la possibilité à tout un chacun, en préparant ses vacances, d'appeler un numéro vert, d'avoir des professionnels de santé qui va vous conseiller sur vos activités, sur votre alimentation, sur le milieu à fréquenter, en fonction de si vous allez bien ou si vous avez une pathologie particulière. Donc la santé s'invite dans vos loisirs, c'est la troisième tendance. La quatrième tendance, alors j'essaie de faire défiler, c'est la connexion au territoire. Alors effectivement, avant on parlait de visiter son territoire, de visiter un pays. Aujourd'hui, on veut vivre son territoire, on veut vivre un pays. Donc on veut passer de la connaissance qui est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas en profondeur, à la sensation. On veut sentir son territoire, et ça, on le voit. Le tourisme de proximité ne s'est jamais autant bien porté qu'en ce moment. Ce n'est pas simplement un phénomène de ne pas pouvoir aller au-delà, c'est également un phénomène de redécouvrir sa région. Le développement de la micro-aventure s'inscrit complètement dans ce thème-là. Et le cinquième thème qui est important, effectivement, c'est la connexion aux autres. La connexion aux autres, être capable de partager aux autres le phénomène de tribu, mais également partager avec la population. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. De tout temps, une expérience touristique, une expérience de loisir réussie, c'est le premier critère donné par Travelsat où vous avez eu une connexion, un lien avec l'habitant. Et ça, il faut pouvoir l'intégrer dans nos stratégies marketing parce que ça les peut actuellement. Avant, on parlait d'overtourisme. Je peux vous dire qu'à mon avis, on ne va pas en parler pendant quelques années, cette histoire d'overtourisme, parce qu'on va rêver qu'une chose, c'est qu'on puisse recevoir nos visiteurs, nos habitants qui se transforment en touristes en tant que tels. Sachez une chose, en tout cas au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les habitants sont fiers du tourisme, veulent voir le tourisme se développer pour des tas de raisons. Un, parce que la fierté d'accueillir. Deux, la fierté de partager. Mais également, ils ont conscience que l'économie du tourisme ruisselle. Alors, c'est plus qu'un ruisseau, c'est un fleuve, déverse des avantages pour les habitants en tant que tels, que ce soit dans le développement culturel, que ce soit dans le développement des équipements. Et donc, ils appellent effectivement à ça. Alors, est-ce que le tourisme va être plus responsable à l'avenir ? Bien évidemment que oui, ce tourisme doit être plus responsable. Là également, il suffit de regarder les études, que ce soit les études sociétales ou que ce soit les études liées au secteur du tourisme, qui montrent que ce sont des aspirations profondes. Ce n'est pas juste
du greenwashing en tant que tel. Ça va être véritablement une manière de sélectionner son divertissement. Ça va être ce respect des engagements liés au tourisme responsable et durable. Ok, merci Lionel. On va continuer à en parler pendant les interactions. Il y a eu un petit bug. Ouais, petit bug pour certains par rapport à l'image. A priori, il est réglé. Et sur le chat aussi, on dit que si vous avez des soucis d'image, vous pouvez mettre stop et relancer et ça marche. Donc, et dans tous les cas, pour ceux qui auraient eu une partie du discours hyper intéressant de Lionel qui aurait raté, toutes les conférences seront disponibles en replay. Donc on vous donnera aussi toutes les infos. Donc si vous avez raté un petit moment, pas de souci, vous pourrez en profiter pleinement. Kaline, à toi donc merci Lionel pour cette intervention. Il y en a justement beaucoup qui ont apprécié ce côté aussi regard historique pour voir où on en est aujourd'hui. Actuellement et voir comment on peut envisager l'avenir en tout cas. Non. Ok. Excusez-moi, j'ai des petits messages au micro. Voilà. Donc, il y avait ce dernier point dont tu pouvais un petit peu développer dans cette partie interaction aussi, c'est le sujet du tourisme bienveillant, qui est un vrai sujet sur lequel vous êtes investi, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on sait qu'il y a des perspectives. Peut-être tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Tout à fait. Donc, en 2018, et ça je tiens à le dire parce que c'est bien avant la crise que nous connaissons, nous avons lancé ce concept de tourisme bienveillant. Le tourisme bienveillant, ce n'est ni plus ni moins que le tourisme durable en tant que tel. C'est un tourisme qui agit en pleine conscience et en pleine responsabilité par rapport aux enjeux environnementaux, par rapport aux enjeux économiques et par rapport aux enjeux sociétaux. Peut-être que la différence par rapport au tourisme durable, c'est qu'on remet l'humain au cœur du sujet et non pas la norme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne veut pas opposer durabilité avec la croissance en tant que telle. On veut pouvoir conjuguer les deux et on pense qu'on peut le conjuguer. Il n'y a pas de problème technique. Non, tout va bien. C'est parfait. Et donc, on pense qu'on peut effectivement le conjuguer. Donc, on a développé ce tourisme bienveillant. Alors, on a une petite vidéo, peut-être qu'on ne la verra pas, mais en tout cas, je vous propose tous d'aller plus tard bien sûr, sur www.tourismebienveillant.org, sur lequel on a écrit un manifeste. Donc ce manifeste, c'est sous version vidéo, c'est véritablement une profession de foi sur qu'est-ce qu'est le tourisme bienveillant. Mais nous avons également pris un certain nombre d'initiatives très innovantes dans ce domaine-là, dont l'une est la création d'un fonds de dotation. C'est une première en France, un fonds de dotation qui va pouvoir lancer des projets d'intérêt général, de s'adresser à des politiques de mécénat, effectivement, pour faire en sorte de développer un tourisme pour tous. C'est une des initiatives. Il y en a plus d'une dizaine comme ça, et donc qui s'inscrit dans le tourisme bienveillant. Merci Lionel. Il y a aussi le sujet plus lié vraiment au développement durable et à l'environnement. C'est un sujet aussi très prégnant en fait dans notre filière du tourisme en montagne. Le cluster montagne connaît bien. Et G2A avait mené une étude intéressante l'année dernière avec Co-Managing sur les Français et leur perception de l'environnement. Et en fait, cette étude montrait qu'il y a une réelle conscience parmi les clients et les skieurs qui viennent dans nos destinations de montagne, mais par contre, il y a un petit comportement schizophrène, c'est-à-dire un vrai paradoxe, et je pense qu'il est global sur tous les secteurs, c'est que les gens sont conscients, veulent que les destinations ou les entreprises, les marques fassent des efforts sur cette thématique environnement et développement durable. Par contre, les contraintes ne doivent pas s'appliquer à eux, clients. Et ça, je pense que tu dois l'observer aussi sur le tourisme littoral. Tu as sans doute des connaissances sur la ville et tous les autres secteurs qui existent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait, effectivement, ils veulent pas les contraintes, mais ceci dit, ça va être un choix en tant que tel. C'est la différence entre mener une démarche de RSE et en faire un choix stratégique. Nous, le tourisme bienveillant, on en a fait une vision. Et cette vision, effectivement, c'est-à-dire qu'elle dicte nos choix de positionnement, de filière, pour s'inscrire effectivement dans cette donnée-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut balayer les idées reçues. On est dans l'économie du tourisme en tant que telle qui peut, y compris dans ce domaine-là, amener un certain nombre de fantasmes par méconnaissance. Il est facile en montagne de décrier la neige de culture.
Mais quand on ne sait pas comment c'est produit réellement, on a l'impression effectivement que ça a un impact très négatif sur les choses. On peut décrire l'aménagement des montagnes, mais quand on ne sait pas tout ce que ça apporte pour les gens qui y vivent, pour l'économie qui est développée, au-delà de la pratique touristique, mais je peux vous dire qu'en ce moment, on s'en rend compte. Donc, et c'est vrai pour le littoral, etc. Donc la méconnaissance des choses. Et donc je pense que les professionnels en tant que tels, le premier devoir que nous avons, c'est un devoir de pédagogie, d'expliquer et de ne plus être sur de la défensive. Oui. Nous avons trop été sur la défensive qui consiste à dire « j'attends qu'on m'attaque et je réagis ». Non, on arrête cette posture, on en fait une posture de marketing en tant que tel, on explique en quoi le développement de notre industrie en tant que tel concilie la durabilité, le plaisir, le loisir, parce que les montagnards, les premiers, sont conscients de la fragilité de leur milieu et sont conscients également que c'est leur propre outil de travail. Et donc, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assises. Merci Lionel. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français qui étaient interrogés dans le cadre de cette étude avaient connaissance, en fait. Ils savaient que ce n'était pas la neige de culture, que ce n'était pas les remontées mécaniques, en fait, qui impactaient l'environnement, le plus en tout cas, dans notre secteur du tourisme en montagne. Et que c'était eux-mêmes, via leur comportement, via le transport et les flux de circulation, qui impactaient le plus l'environnement. C'est le transport, effectivement. Ouais, et c'est vrai qu'il y a un vrai paradoxe, en fait, dans le comportement même des Français et dans leurs attentes. Donc, il faut faire avec. Et comme tu dis, en tout cas, je pense qu'on est suffisamment investi sur le sujet, tous les professionnels du secteur. Et il faut continuer à faire ce travail de pédagogie et d'arrêter de se défendre sur des choses que l'on fait déjà. Une dernière, il y avait une remarque de Christophe Reverret sur le chat qui parlait du sujet d'overtourisme. Il trouve qu'il y a néanmoins de forts effets d'overtourisme dans les zones rurales et naturelles de proximité. Qu'en penses-tu ? C'est compliqué de parler de ce sujet-là parce que des fois, on a des épiphénomènes et comme la presse et les médias sociaux adorent les épiphénomènes et adorent gonfler les épiphénomènes, on a l'impression que c'est une généralité. Fut un temps, on parlait d'overtourisme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on parlait de l'ascension du Mont Blanc. Vous vous rendez compte, on confond des alpinistes avec etc. et tout. Donc, c'est compliqué de répondre en 2 mots à ce chat. Je pense qu'effectivement, quoi qu'il arrive, on doit être en capacité d'avoir une meilleure répartition de nos voyageurs dans le temps et dans l'espace. Voilà, pour nous, c'est une donnée dans le tourisme bienveillant, c'est une donnée qui est essentielle. Le temps et l'espace, changement d'ambiance. Voilà, c'est la nuit. Et du coup, et c'est la raison pour laquelle on va développer les technologies nécessaires pour faire en sorte effectivement que tout un chacun puisse quelque part faire un choix de lieu, de saison, en fonction effectivement du monde qui sera en même temps sur ces lieux-là. Tourisme rural à l'extrême. Et ça continue à tourner là ? D'accord, donc okay. Ça continue à tourner. Donc, ça continue à tourner. On est voilà, immersion dans le tourisme rural à l'extrême, plus d'électricité, plus d'eau. Attendez, je sors ma frontale. Voilà, Est-ce que ça va devenir... Donc, adaptation et flexibilité, voilà ça revient. Ça y est. Presque. Bon, on va en tout cas arriver à la fin de cette partie Q&A. Un grand merci Lionel pour cet éclairage et ce focus côté, en tout cas, tourisme. Avant de passer la main à mon co-animateur Nico, je vais poser une question aux auditeurs. Selon vous, chers auditeurs, quel est l'élément le plus important qui permettra aux acteurs du secteur des loisirs de surmonter la crise actuelle ? Donc, vous avez plusieurs possibilités qui sont proposées dans l'onglet « Participer ». Vous avez quelques minutes pour répondre. Nous afficherons les résultats plus tard. Donc, Nico, je te passe la main. Eh ben, c'est parti. Donc, on est toujours dans le noir, mais c'est pas grave, on va essayer d'apporter voilà, un peu de lumière à cette journée. Donc, petit aléa du direct. Donc, on est vraiment en direct. Là, vous pouvez le voir. Donc, vous êtes 400 quand même. Hein. Vous êtes 400 en ce moment là sur la plateforme à suivre cette conférence. Donc, c'est chouette. Merci Lionel pour cette entrée en matière
vraiment de la journée, du coup, avec ces grosses tendances et cette analyse globale d'un point de vue sociologique et marketing. J'ai bien apprécié en tant que maître de conf en marketing. Voilà les graphiques et la segmentation. Mais voilà, ça a posé les choses, ça a bien posé les choses. Alors maintenant, on a choisi un petit peu de vous apporter donc des analyses avec des points de vue différents et on va passer à une nouvelle analyse, c'est-à-dire celle du point de vue de l'industrie du sport. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lydie Lanza, voilà, de chez voilà, bonjour Lydie, qui vient de chez Salomon et qui est donc Sports Marketing Manager Winter chez Salomon après une longue expérience chez Peak Performance. Voilà. Et donc là, ça va être intéressant de voir le point de vue d'une marque sur la crise actuelle et comment la marque perçoit de son côté la crise actuelle. Donc Lydie, à toi de nous faire part de vos analyses voilà, chez Salomon. Alors, bonjour à tous et puis merci beaucoup pour votre invitation. Merci Nico et merci Kaline. C'est une première pour moi, donc voilà, je vous demanderai juste un petit peu d'indulgence. C'est parti. Donc voilà, on a fait une petite thématique. L'importance, vous voyez, on va donc parler forcément de la crise, qui n'est pas très sympathique comme thème à aborder, mais bon, on voit aussi qu'il y a quand même des côtés positifs parce qu'elle est accélératrice de certaines tendances de nos consommateurs. Sur ce thème-là, on va aborder 3 sujets que nous avons répertoriés les plus intéressants en lien avec la marque. Donc le développement durable, la digitalisation et puis la démocratisation des pratiques. Pour chaque thème, on va d'une part analyser et puis en deuxième temps voir comment nous, en termes d'acteurs de l'industrie du sport, on peut y répondre. Pour avancer, voilà. Alors, pour entrer en matière, je vous présente un petit film qui nous montre un petit peu l'univers de Salomon plongé en mode confinement, et puis qui vous donnera un petit peu plus qui vous, on va dire, qui vous aidera à découvrir un petit peu plus mes propos qui vont suivre. C'est parti. Ils vont remettre la vidéo. D'accord, ils remettent, sinon on fait sans, c'est pas grave. La vidéo va être relancée, donc on peut enchaîner, Lydie. Puis, oui, bien dès sûr. que la vidéo est prête, on te fait signe. D'accord. Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Il faut un petit temps de latence. Donc, juste en attendant que la vidéo ou les slides reviennent, voilà, on les a à l'écran. Ça y est, c'est parti. Well, this sucks. This whole pandemic was definitely a quick way to put an end to winter, and now we're stuck inside and we need to find something to do. And now it's my turn to try to do 10 push-ups with 10 kilos. It's just an ordinary day. Ryan's running a 100-miler. Allez, 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 Mich, allez! I'm here in the garden of my house, ready to go up in the mountains after 56 days of confinement. Ready? Everyone's got that last year that
you think you're totally spent and you just need something to light the spark. I think everyone's got that always. So if I've learned anything, is to appreciate who I am, where I am, when I am, and who I'm with. And I hope it'll continue to solve problems in the future for me. Ok. Vas-y Didier, vas-y. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, Salomon a étendu un petit peu son terrain de jeu. Notre mission importante, c'est d'inspirer tout le monde à jouer dehors. On se rend compte qu'on a un véritable changement sociétal et puis une façon différente de consommer. Et on cherche maintenant davantage une expérience par rapport à une consommation pure de produits. Et là, on voit qu'on a un vrai besoin et une appétence pour les activités sportives, aller en pleine nature et une reconnexion surtout à la nature. Notre terrain de jeu, effectivement, c'est plusieurs sports, le winter sport, les sports outdoor et puis le running, notamment avec le trail, mais aussi avec le road running. Et puis depuis 2019, on a ouvert 2 catégories qui ont pour cible d'étendre un petit peu plus ce terrain de jeu de la montagne à la ville avec la catégorie sport style et outdoor life et qui touche aussi une cible un peu plus urbaine mais aussi plus jeune. Alors, dans la thématique développement durable, c'est vrai que nous, on voit des attentes différentes et des comportements d'achat complètement qui ont évolué ultra rapidement. On se rend compte d'une vraie prise de conscience écologique et environnementale. Et puis, on voit aussi un attachement aux marques qui ont des vraies valeurs et qui vont dans ce même sens. Le consommer mieux mais bien, le Made in France, et aussi le Born et Design in France deviennent aussi un vrai label de confiance. Pour cela, nous, chez Salomon, on a mis en place un programme depuis 2016 qui s'appelle le Play Minded Programme, sous forme de 4 piliers bien distincts, qui montrent qu'on est une marque vraiment engagée et responsable. Donc, on a des engagements vis-à-vis de la communauté, et notamment grâce à l'élaboration de la Fondation Salomon. La Fondation Salomon, c'est une aide financière aux professionnels de la montagne, aux athlètes qui sont gravement blessés et qui ne peuvent plus exercer. Ensuite, on a aussi un engagement vis-à-vis de l'environnement et nos propres terrains de jeu. On a un engagement sur lequel on travaille directement le produit pour réduire notamment notre empreinte carbone. Et aussi, on a un engagement vis-à-vis de l'intérieur même de notre entreprise par rapport à nos employés, comme les égalités hommes-femmes, le respect humain et puis une baisse de consommation d'énergie dans nos locaux. Sur les innovations un peu plus techniques de produits, donc on a deux grands points récents. On a inauguré en 2020, en octobre 2020, la construction d'une usine en Ardèche, une usine de production de chaussures. L'idée, c'est de rapprocher la production, de la relocaliser notre savoir-faire, et puis aussi réduire notre cycle des déchets et baisser donc notre empreinte carbone qui est liée. Et puis on a également lancé une chaussure qui s'appelle l'Index 01, qui est une chaussure de running qui est performante et qui est recyclable, et notamment quasiment recyclable à 100% en coque de chaussures de ski. Voilà. Hop, c'est la suite. Nos réponses aussi au niveau du winter sport, il y a quelques petits exemples que vous voyez sur cette image. Au niveau des ce qu'on appelle la gamme protective, ce sont nos accessoires. Par exemple, on n'envoie plus de bâtons à nos clients emballés dans du plastique. On réutilise les boîtes, les cartons d'envoi comme présentoirs chez nos détaillants. Ou alors, on n'utilise pas non plus d'emballage plastique pour nos masques de ski. Ouais, ça avance.
Elle est bloquée, je crois. Ah, voilà. Parfois, ça bloque un petit peu. Sur le nordique, on a élaboré un tout nouveau noyau qui s'appelle le S-Core. Le S qui signifie un noyau durable. Et puis le Core, c'est vraiment une partie du noyau du ski qui est fait avec des produits recyclés. Voilà. Ça va un petit peu trop vite, puisque je crois que là, elle est coincée, en fait. Là. Ah. Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Ils peuvent passer Aïe, mince. Ah, super. Et Et dernièrement, on voit aussi qu'on a nos athlètes et nos ambassadeurs qui, eux, s'engagent. Merci. Je crois que je vais vous laisser passer les slides en régie, ça sera plus simple. Donc, juste si vous pouvez avancer sur la prochaine. Voilà, parfait, super. Donc on a nos athlètes et nos ambassadeurs qui s'engagent également pour la cause climatique parce que eux ils ont une vision vraiment avant-gardiste de nos futurs consommateurs et puis sont une aide cruciale pour nous en termes d'innovation. Et là on voit à l'écran le dernier film de Victor Galuchot qui s'appelle Projet Zéro. Victor Galuchot, c'est un ambassadeur iconique dans le milieu du free-ski, notamment avec sa web-série Bon Appétit. Vous connaissez peut-être si vous êtes pratiquant, amateur, voilà. Donc voilà. Son idée, c'est comment, à son échelle, il peut réduire son empreinte carbone. Et ben, c'est en allant skier avec son vélo électrique. Notre deuxième thème, on va passer au deuxième thème qui lui est la digitalisation. Alors, si vous pouvez passer la slide, voilà. Donc là, on peut avancer également. On voit sur cette image que l'explosion du e-com pendant la crise. Donc tous les consommateurs ont maintenant recours à Internet. C'est vraiment un marketplace en termes d'information et d'achat. C'est valable pour tout, les généralistes comme le commerce du sport. Qu'est-ce que le e-commerce pour le winter sport? C'est un mix de retailers qu'on appelle les pure players, de notre propre e-com, et puis des détaillants qui ont aussi un site de vente en ligne. Alors, il est important pour nous parce qu'il booste les achats, mais par contre, il a ses limites parce qu'il ne remplace pas l'humain et le service qu'on peut apporter. Deux axes également importants sur la digitalisation. Donc, on a mis une priorité au D2C, donc Direct to Consumer, parce qu'on veut maximiser l'échange permanent avec nos pratiquants et nos consommateurs, répondre à leurs besoins et puis créer un vrai échange, un vrai lien, pas seulement leur donner de l'info, mais avoir un retour et le retour d'expérience. Et puis faire un petit peu la boucle aussi avec nos magasins. Là, vous pouvez avoir un exemple. Pour un achat de chaussures, on propose un voucher à nos clients pour qu'ils puissent aller en magasin faire un boot fitting. Et puis aussi, on a la stratégie Digital First pour développer des nouveaux outils, nouvelles façons de travailler. Là, on a besoin d'augmenter la visibilité de la marque. Et pour ça, on s'associe avec des partenaires retailers importants. Et puis, on a besoin de créer du contenu permanent sur nos sites, nos réseaux sociaux. On a vu la petite vidéo d'introduction avec nos ambassadeurs et nos athlètes pendant le confinement, mais aussi on essaie de faire tout un tas d'activations qui sont cross-postées pour une diffusion omnicanale. Voilà, là je vais passer rapidement. C'était un exemple d'un studio photo qu'on avait monté, on va dire... dans nos locaux, voilà, éphémères. Et puis l'idée, c'est d'avoir des formats innovants en live ou en faux live et d'avoir de la qualité, quelque chose de ludique qu'on puisse se resservir derrière sur le commercial. Et ensuite, troisième thème, c'est la démocratisation des pratiques. Là, c'est un thème, vous pouvez peut-être passer la slide suivante, oui, s'il vous plaît, en studio. On va avancer Merci. sur la slide. Celle d'après également. Voilà, encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Donc, sur la démocratisation de nos pratiques, ce qui est intéressant, c'est de voir que post-confinement, les besoins d'évasion sont importants. On a besoin de prendre l'air, voilà. Donc, la crise, on montre ce côté nouvelle discipline, plus accessible. Donc, avant, j'étais un pratiquant, soit alpin, soit freerider, soit freestyler. Maintenant, je suis un pratiquant complet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du ski, moi, ce qu'on aime, c'est la montagne avant tout.
et l'idée de pluridiscipline devient primordiale. Ici, là, on voit que le skieur alpin devient un randonneur ou un fondeur maintenant. Donc, c'est vrai que on a cette notion de plaisir et de découverte. Mais est-ce que pour plus tard, ces nouveaux randonneurs vont continuer à skier ou ils vont rebasculer sur le ski alpin? Ça, on en parlera tout à l'heure. Au niveau du business, effectivement, on avait des problèmes de surstock ou de sous-stock chez nos détaillants et parallèlement, chez nos fournisseurs, nous en tant que fournisseurs, on a aussi des soucis de réapprovisionnement puisqu'on n'avait pas produit suffisamment par rapport à la demande. Et puis, on a aussi ce thème sécurité en montagne qui devient primordial parce que ces nouveaux pratiquants, ces nouveaux randonneurs, par exemple, sont souvent peu ou mal formés. Et ça, on a mis en place des programmes qui étaient déjà existants, mais qui ont tout leur sens maintenant. Si vous pouvez passer sur la slide d'après, s'il vous plaît, en régie. Merci. Donc voilà, c'est une initiative Salomon qui s'appelle le programme MAOS, Mountain Academy on Snow, où là, on collabore avec des experts pour vivre une expérience en montagne. C'est un stage en fait. L'expérience, c'est un terrain sur le terrain, mais aussi de forme éducationnelle. L'idée, c'est de faire des exercices en lien avec la sécurité de la montagne, donc comment apprendre à se déplacer dans un milieu aseptisé. Et pour ça, on vient chercher vraiment une expérience et un package général. Et on devient des prescripteurs de la montagne. Donc ça, Nicolas, vous connaissez le sujet puisque vous faites partie de l'encadrement. Voilà, si vous pouvez avancer, s'il vous plaît, en régie. Merci. Quelques innovations sur le nordique. On a fait une fixation réglable qui s'appelle la shift-in, qui est réglable sans avoir à déchausser, donc plus accessible pour un plus large public de pratiquants. Et puis sur l'alpin et la randonnée, ce qui est important maintenant, c'est qu'on ne veut plus de différenciation entre les disciplines. Maintenant, on veut que les produits soient les plus polyvalents possibles. Pour ça, on construit des gammes qui répondent à cette demande. Et là, on a un exemple avec une chaussure de ski alpin qui va également pour la randonnée, pour les gens qui veulent faire des randonnées d'approche et aller chercher des terrains vierges. Si vous pouvez avancer. Donc, pour conclure, Salomon, donc bien une marque française qui est donc engagée et responsable. On est leader du trail et des sports outdoor. Et puis on est également numéro 1 mondial sur l'équipement des sports d'hiver, je le rappelle. On a cette approche multisport pour pouvoir accompagner vraiment nos clients à 360. Et ça, c'est très important pour nous de pouvoir... on continue à agrandir notre offre produit et répondre à cette demande. Et dans ce sens, on adapte vraiment nos innovations de façon et notre nouvelle façon de travailler à ces nouvelles tendances-là. Maintenant, je pense qu'on doit oublier vraiment la montagne qui est basée sur du 100% ski et du 100% remontée mécanique. Et par rapport à ça, on doit être beaucoup plus réactif. Et dans ce sens, on propose des nouveaux formats d'événements, comme des ski-tests en randonnée ou des ski-tests en ski de fond. Voilà, alors je terminerai cette petite présentation par un message qui nous touche tous, notamment en termes de... si on est pratiquant, c'est réinventons nos pratiques et adaptons-nous à la montagne elle-même. Voilà, merci. Merci Lydie pour cette présentation bien complète autour de 3 thématiques. Alors, entre-temps, il y a eu aussi un autre petit souci technique où pendant 1 minute et demie, le flux a été coupé. Donc, on va revenir un petit peu sur cette thématique-là. Juste avant, je dois juste vous dire que pensez bien à répondre à la question. On va clore le premier sondage et la première question dans quelques instants. Donc, voilà, pensez bien à répondre avant qu'on puisse clore et passer au sondage suivant. Alors, juste pour revenir sur Lydie, le moment où il y a eu la petite coupure, tu étais en train de parler un petit peu de démocratisation de la pratique, transformation, transversalité, multiplicité de la pratique. Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu par rapport à ça? Et vous, votre vision en tant que marque, qu'est-ce que vous avez vu dans le changement des comportements des consommateurs là, depuis le début de l'hiver?
Eh bien, on a repéré en fait que effectivement les consommateurs ne souhaitaient plus être unidisciplinaires. On n'est plus juste un skieur alpin ou un snowboarder ou un skieur de fond. Maintenant, on a envie de toucher un peu à tout, de faire toutes les disciplines en même temps. On a une soif et une envie aussi d'aller sur le terrain et redécouvrir la montagne différemment. Et pour ça, effectivement, cet aspect de transversalité des pratiques. Un jour, je skie en ski alpin. Le lendemain, je veux aller chercher le sommet de la montagne pour pouvoir descendre derrière et voir ce qui se passe sur un terrain vierge. Pour nous, ça prend tout son sens d'essayer d'innover avec de proposer de nouveaux produits qui vont répondre à cette demande. Oui, c'est pour ça, du coup, parce qu'on ne l'a pas vu à l'écran tout à l'heure, parce qu'il y avait la coupure, mais que vous proposez des produits qui permettent d'avoir une pratique à la fois ski alpin, ski de rando, ou ski de fond et sortir un petit peu des sentiers battus. Exactement. C'est ça. Oui, c'est un peu c'est une ligne stratégique en termes d'innovation pour... C'est une ligne stratégique qui était déjà à l'ordre du jour, mais qui en fait s'accélère et on met beaucoup plus de moyens humains et beaucoup plus d'énergie sur ces tendances-là pour démultiplier notre offre en fait. Je peux réagir ? Oui, Lionel, bien sûr. Moi, j'ai particulièrement apprécié cette présentation. Il faut qu'on fasse attention de ne pas mettre les disciplines, je dirais, dos à dos, comme si on était sur un univers fermé et qu'elles allaient se cannibaliser entre elles. C'est surtout pas ça. N'oublions pas que la part de marché du ski en France, c'est entre 6, 7, voire 8% des Français. Je vous laisse imaginer le potentiel pour amener les personnes à la montagne juste extraordinaire. Et le type de développement dont tu viens de faire référence, ça va permettre d'amener des nouveaux pratiquants à la montagne, avec peut-être plus d'accessibilité, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes d'apprentissage. Il y a des disciplines qui sont plus simples que d'autres, etc. Et tout. Et donc, du coup, il y a un avenir qui est juste extraordinaire. Et potentiellement, cette crise va peut-être être justement un révélateur d'un nouvel environnement, d'une nouvelle envie, de nouvelles pratiques, qui fait que le marché en tant que tel va grossir et non pas les pratiques vont être mises l'une contre l'autre, quoi. Et on peut voir aussi une complémentarité entre l'été et l'hiver, puisqu'il y a eu un engouement et une réappropriation du territoire montagnard cet été, avec l'effet confinement et le fait que les territoires de montagne étaient pris d'assaut quelque part par les touristes. Et alors, ça va faire écho, puisqu'on est dans les chiffres, à des questions sur le chat. Il y a Caroline Dantrey qui demande à Lydie quelle est la part des ventes produits entre pratiques hiver et été chez Salomon. Est-ce que tu as cette information-là ? Alors, je dirais que la part de l'été est plus importante en termes de chiffre d'affaires que la part hivernale. Je ne suis pas en mesure de donner des chiffres parce que je n'ai pas l'autorisation de le faire. En termes de pourcentage, là, on a une proposition du 60-40. C'est, je pense, de cet ordre-là, mais je ne vais pas m'avancer sur le sujet parce que je vais aller plus loin. Je voulais juste rebondir sur ce que Lionel disait tout à l'heure. Je pense que si que la crise, elle montre l'importance du côté urbain et du côté outdoor. Et on l'a vu cet hiver avec des gens qui montaient de la ville et qui découvraient des plaisirs de la glisse qu'ils ne connaissaient pas et sous un format vraiment peu onéreux et qui ne demandait pas de formation ou voilà. Et ça, je pense que c'est important aussi de souligner que c'est pas seulement pour effectivement des découvertes des gens qui sont déjà dans la montagne, mais aussi ce côté urbain où eux, enfin voilà, les gens qui ont été malheureusement confinés pendant tant de journées ont besoin d'aller respirer, prendre l'air et peu importe finalement sur quel type de pratique. Voilà, si c'est accessible, on y va, on essaye des skis de fond, même si on n'a jamais mis les pieds dessus, même si on est en jean. On essaie de la luge. La luge, c'est un plaisir gratuit et c'est surtout un plaisir immédiat. Oui, c'est ce qu'on observe cet hiver. C'est cette diversification, voire multiplicité des pratiques, des gens qui ont ressorti les skis de fond du garage ou qui sont allés chercher C'est la valorisation en fait d'activités qui étaient moins, qui n'étaient pas l'activité primaire sur nos sites alpins en fait. Et on a vu sur les vacances de Noël
C'était incroyable. On n'a jamais vu des sites nordiques avec autant de monde, avec des personnes qui découvraient la pratique, avec des parkas, des moon boots, pareil sur des skis de randonnée. On a vu vraiment des situations inédites et c'est important de les accompagner dans ce cadre-là aussi. Mais c'est du plus, mais en aucune façon ça compensera, Bien sûr. ça compense. Et ça aussi, c'est important de se le dire, qu'on n'ait pas le sentiment qu'en fin de compte, la crise, elle est compensée par ce type d'activité. Non, c'est du plus. Et c'est du plus pour l'avenir, pour conquérir une nouvelle forme de clientèle, au travers de nouvelles formes de pratiques, et effectivement de jouer sur la saisonnalité, sur un milieu qui est accueillant toute saison. Exactement. Et du coup, ça permet de rebondir un petit peu sur le ski de rando. Il y avait une question sur le chat par rapport pourcentage des ventes ski de rando versus ski alpin sur les 5 dernières années. Bon, là, je ne suis pas sûr qu'on ait tous les chiffres là tout de suite, ou Lydie peut-être une idée, mais en tout cas, est-ce que le ski de rando, que pense Salomon? Qu'est-ce que tu penses toi et que pense Salomon de l'engouement pour le ski de rando? Est-ce qu'il va perdurer post-Covid? Alors l'engouement du ski de rando, d'une part, je pense à titre personnel que les personnes qui ont découvert cette pratique, une petite partie va continuer à pratiquer dans les années d'après, les années futures. Par contre, je pense que la majorité, et j'en parlais tout à l'heure, je crois, la majorité des ex-skieurs qui n'ont pas pu exercer, qui n'ont pas pu pratiquer de ski alpin cet hiver, vont par la suite, dès la réouverture des remontées mécaniques, rebasculer sur le ski alpin. Pourquoi? Parce que d'une part, ils en ont été privés pendant toute cette année, tout cet hiver, et puis d'autre part parce que c'est quand même un plaisir, voilà, c'est un plaisir qu'on aura, que ces pratiquants-là voudront retourner chercher, et voilà. Donc je pense que la majorité des clients rebondiront et retourneront sur les pistes. Ok. Merci, merci Lydie pour ton intervention et ton analyse intéressante du secteur. On va passer au résultat de la question qu'on avait posée. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'affichage de notre petit sondage? Voilà, un petit rappel de la question. Quel est l'élément le plus important selon vous qui permettra aux acteurs du secteur des loisirs de surmonter la crise actuelle? Alors. Donc, dans l'ordre de gauche à droite, on a première réponse, l'innovation. Deuxième réponse, l'amélioration de l'offre et ou la mise en œuvre d'une offre différenciante. Troisième réponse, la capacité d'analyse des tendances et des évolutions du marché. Quatrième réponse, l'agilité et la résilience. Et dernière réponse, où le graphique est le plus important, la capacité à se fédérer et à mettre en œuvre une intelligence collective. Eh bien, on est sur l'intelligence collective et la capacité à se fédérer. Donc l'ensemble des acteurs, voilà, doivent travailler ensemble, qu'ils soient, j'imagine, quand vous avez répondu ça, que ce soit les marques, les acteurs de l'industrie, des acteurs du tourisme, pardon, les structures de loisirs. Voilà, donc c'est plutôt... et on est presque aussi dans l'idée de la bienveillance, là, du tourisme bienveillant dont parlait Lionel tout à l'heure. Donc... intéressant, merci de vos réponses. Alors, on a eu encore un petit peu, certains ont des problèmes de connexion ou de live. Écoute, dans tous les cas, nous confirmons à tout le monde que tout sera en dispo en replay. Et là, il n'y aura pas de coupure, pas de souci. OK, et on vous donnera les liens dès qu'on les aura, dès que la journée sera passée. On va pouvoir enchaîner, on est dans notre timing, c'est parfait. Donc... avant de passer la parole à Romain, une nouvelle question. Citez un mot-clé qui vous guide, vous ou votre entreprise, pour avancer en 2021 et plus encore. Voilà, citez un mot-clé qui vous guide, vous ou votre entreprise, pour avancer en 2021 et plus encore. Donc là, ça va être intéressant de voir quelles sont... là, c'est une question complètement ouverte. Et donc, la diversité de vos approches. On devrait avoir un nuage de mots à la fin, assez sympathique. On va voir si un peu les visions convergent chez chacun. Normalement, on sait un peu les mots-clés qui guident dans les périodes actuelles et dans les périodes de crise. Souvent, c'est aussi des mots qui reviennent, en tout cas. Je te laisse, Nico, poursuivre sur Romain.
Alors, oui, et juste avant de poursuivre sur Romain, je suis obligé de rebondir quand même par rapport au sondage qu'on vient d'avoir et l'interrogation de Pascal Michelin qui dit 0% pour changer l'offre. Effectivement, c'est une bonne remarque d'ailleurs, donc c'est étonnant que... mais peut-être que l'offre correspond, ou enfin, quand même, on verra qu'il faudra peut-être un petit peu adapter l'offre et ça fait la transition avec... la présentation suivante, celle de Romain Lobet, donc, qui est créateur et directeur général de Wampart, comme l'a dit Kaline tout à l'heure. Donc, alors, Wampart, c'est une entreprise qui exploite, qui crée et qui exploite des bases de loisirs, alors attention, multi-activités articulées autour d'un ski nautique, d'un téléski nautique, voilà, avec une approche un peu particulière. Donc, avec Romain, on a voulu avoir l'approche de gestionnaire de structure de loisirs. Donc, je te laisse commencer ta présentation, oui. Romain. Merci déjà de m'avoir invité. Je crois qu'il y a une petite vidéo pour commencer. Est-ce qu'on peut, en régie, lancer la vidéo qui fera guise d'introduction? Oui. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. From the beginning. There's a joint on the corner where the big boys play, where the whiskey's running like the river, but they all never come for the booze and bass. I'm the one, I'm the lady that'll rock this place. That'll rock this place. That'll rock this place. Rock this place. Rock this place. Rock this place. Et en effet, donc, après avoir eu très peur sur cet été 2020, parce qu'en mars, quand on nous confinait, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé sur l'été 2020. On ne pensait encore pas à l'hiver 2020-2021. Mais l'été 2020 a été très, très anxiogène, en tout cas au début. Malgré cela, on a réussi à faire... alors là, ça défile. Je pense qu'avec la télécommande, je vais pouvoir arriver à faire défiler. Soit, on va faire comme ça les aléas du direct. Donc nous sommes une société d'exploitation de bases de loisirs nouvelle génération, donc comme évoqué, téléski nautique, mais aussi des toboggans revisités, on appelle ça les water jump, nos espaces de jeux gonflables sous forme de parcours. Voilà, on exploite actuellement 5 bases. La première en Savoie, qu'on a commencé à exploiter en 2015. Et puis 2018, on a fait rentrer des investisseurs qui nous ont permis de nous développer un petit peu partout sur le territoire en France, notamment à Lyon, au sud de Lyon, à Condrieu, à Toulouse, dans les Vosges, mais aussi à Orange. On a actuellement 2 bases en construction, une à Fontainebleau et une à Montauban. Ce sont des bases à taille humaine. On peut avancer. Ouais. Voilà. Donc voilà, entre 15 et 25 salariés en fonction des activités qui sont présentes sur les bases.
Des chiffres d'affaires qui oscillent entre 400 et 800 000 euros par parc. Et il y avait une dernière information de 30 à 100 000 personnes accueillies en fonction des parcs. Donc voilà, c'était pour peindre un petit peu la dimension de nos bases de loisirs. Et malgré le fait qu'on ait eu très peur, on va s'apercevoir qu'on a répondu à une demande des consommateurs. Oui, parce que plus 20% quand même. Dans un contexte de confinement où, tout à l'heure, tu le disais, avec 1 mois et demi de fermeture, c'est ça? 1 mois et demi de fermeture, 1 mois au début de la saison, quelques jours en fin de saison. Surtout une très grande appréhension de savoir ce qu'il allait se passer, parce que à ce moment-là, on ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Donc au final, comme tu dis, plus 20%. Tu m'as demandé d'essayer d'analyser un petit peu de manière empirique, peut-être très certainement moins documenté que mon collègue Lionel qui avait des chiffres plus précis. Nous, c'est une analyse un peu plus empirique et sur place directement d'exploitants de bases de loisirs. Et donc, la première analyse, c'est qu'il y a eu une modification de la consommation. Quelles en sont les causes? Donc, mise en place de mesures sanitaires gouvernementales, on en a parlé avec le confinement, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des fermetures administratives de beaucoup de commerces, de beaucoup d'établissements. On a eu les couvre-feux sur la fin de notre période d'exploitation, les gestes barrières. Enfin, il a fallu vraiment qu'on s'approprie tout cela très vite pour qu'on puisse réagir, pour pouvoir quand même accueillir du public. Dans les causes de l'évolution de ces modes de consommation, j'estime aussi qu'il y a l'évaluation du rapport bénéfice-risque, tant au niveau sanitaire, ça on nous en a énormément parlé, de ce rapport-là, mais je pense aussi du côté financier, c'est-à-dire qu'avant de s'engager sur le paiement de 10 jours au Club Med à Punta Cana, on va déjà se renseigner, savoir si on va pouvoir être remboursé, si on va pouvoir y aller, est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc ce rapport bénéfice-risque, il est aussi dans la partie financière du projet. Ça, ce sont les causes. Si on regarde sur les conséquences de ces évolutions de mode de consommation sur le slide suivant, voilà, on s'aperçoit que les voyages ont été transformés en consommation plus locale. Les groupes d'amis, de manière large, en fait, se sont restreints plutôt au cercle familial, et que les grosses structures, j'ai en tête Disney, le parc Astérix, même les structures comme Walibi, qui sont considérées quand même comme des grosses structures, bien plus grosses que nos parcs, les gens se sont plutôt retournés vers des structures à taille humaine. Donc ils ont recherché des infrastructures qui correspondaient à ce nouveau mode de consommation, avec ce nouveau cahier des charges. En premier lieu, donc, ils se sont tournés vers le loisir outdoor. On savait qu'à ce moment, enfin on ne savait pas encore à ce moment dans quelle mesure ce virus était dangereux. On sait un petit peu mieux maintenant, mais en tout cas, au tout début de l'été, personne ne voulait vraiment aller à l'intérieur. Donc tout le monde s'est tourné vers du loisir outdoor. Des bases, donc du coup, plutôt type base de loisirs, acrobranche, ce genre de choses. Des infrastructures qui proposaient aussi des activités familiales, dans lesquelles tout le monde pourrait se retrouver, autant l'enfant en bas âge de 3-4 ans que papy et mamie, en passant par les ados, les parents, tout cela. Dans le cahier des charges, on avait la multi-activité aussi, avec un spectre le plus large possible de clientèle, pour à nouveau répondre aux besoins et à la demande des plus petits comme des plus grands, des plus calmes comme des plus énervés. Donc voilà, le but était d'élargir au maximum le spectre de cette clientèle. Des activités aussi accessibles, autant financièrement. Ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau depuis le Covid. C'est quelque chose qu'on met en place depuis longtemps et dont on s'aperçoit. Des activités qui sont accessibles financièrement ont généralement plus de succès, physiquement et techniquement. Nous, le but, c'est d'être ouvert au grand public, et donc on est vraiment sur ce schéma-là. Nous avons aussi peu d'engagement pour toujours ce rapport entre le bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'ils cherchaient des activités avec lesquelles ils n'avaient pas à s'engager. Ils pouvaient se rétracter du jour au lendemain, ne pas avoir versé d'art, ne pas avoir à réserver, avoir tout un schéma sur le plan digital d'avancer de l'argent. Et donc voilà, selon moi, on se retrouve avec un nouveau cahier des charges pour le loisir qui correspond à cela. On a la chance, dans nos structures, d'avoir répondu à peu près l'intégralité de ce cahier des charges.
j'ai peut-être oublié, en écoutant mes collègues parler, sur la partie développement durable, sur laquelle on répond également, parce que ce sont des activités qui sont dites vertes, avec aucun rejet, ni sur place, ni ailleurs, de CO2 ou quoi que ce soit. Donc voilà, on répondait à nouveau à cette nouvelle ligne du cahier des charges. Les conséquences de ce nouveau mode de consommation, donc des conséquences qui sont plutôt positives à notre niveau, étant donné qu'on a augmenté le nombre de prescripteurs locaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les personnes pouvaient aller consommer un peu partout en France, un peu partout dans le monde. Là, tout le monde s'est recentré sur le local, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lionel. Et donc, nous, c'est l'idéal, parce que dans notre cas, tous les personnes qui habitent à moins de 30 minutes de voiture de nos parcs, ont dû chercher des moyens de se divertir, des moyens de passer des vacances de manière un peu plus locale, et donc de redécouvrir leur territoire avec nos activités qui en font partie. Donc ça, quelque chose qui est plutôt positif pour nos structures. Risque de changement des habitudes de consommation de manière durable. En effet, peut-être que dans cette dynamique-là de nouveaux modes de consommation, eh bien, certaines personnes s'y sont retrouvées. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu d'aller passer, je reprends mon exemple d'une semaine du Club Med à Punta Cana, peut-être qu'en fait, de passer une semaine en local, plus même sans aller trop loin, on s'y retrouve, on arrive à avoir des loisirs qui sont très accessibles, très sympas, et qui correspondent à son cahier des charges. Donc peut-être que cela, même hors Covid, c'est à envisager en tout cas que ce sera reproduit. Mutation de fond du secteur du loisir et du tourisme. Selon moi, plus cette crise va durer et plus ces changements vont s'ancrer de manière durable. Peut-être que ce qui était vrai jusqu'en 2019 en termes de tourisme et de loisirs, ne le sera plus à partir de la fin de 2021-2022, parce que les consommateurs auront changé leur mode de consommation. Les perspectives à court et moyen terme. Donc, on s'aperçoit, vu le chemin que ça prend, 2021 risque d'être très similaire à 2020. Pardon. Voilà, on reparle du confinement. Enfin, on voit que c'est loin d'être fini, en tout cas que ça ne va pas se finir d'ici cet été. Donc, voilà, un scénario très similaire, voire même accentué, parce qu'on est parti de plus loin. Peut-être que les personnes qui ne consomment pas de loisirs pendant l'hiver et qui sont un petit peu frustrées de ces confinements successifs, du problème de ne pas pouvoir vraiment consommer de loisirs de manière générale, eh bien, vont se reporter sur les loisirs cet été. C'est ce que nous, en tout cas, on pense. On espère, si on voit vraiment de notre côté, qu'en tout cas, la consommation des loisirs va repartir sur l'été 2021. Et on sera là pour les accueillir. Donc voilà, les tendances risquent de se confirmer, voire même de s'amplifier. Et enfin, donc, je pense qu'il va falloir que les structures arrivent à s'adapter dans la mesure du possible à ce nouveau cahier des charges, à ce nouveau fonctionnement et ce nouveau mode de consommation des clients, parce qu'on s'installe un petit peu dans une crise durable et qui va changer les modes de fonctionnement. Donc, en essayant de s'approprier ce nouveau cahier des charges imposé par les consommateurs. Super, merci. Merci Romain. Donc plutôt optimiste par rapport à cet été. Donc avec un renforcement des tendances de l'année dernière, vous allez faire les structures de loisirs du type One Park risquent encore d'avoir une belle fréquentation et de faire une belle saison. On l'espère fortement. On est quand même soumis aux recommandations et aux restrictions gouvernementales. C'est sûr que si on a un confinement sur juillet-août, ce sera plus compliqué. Mais vu les dynamiques et maintenant on a un peu de recul, on a de bonnes raisons d'espérer que ça devrait aller, en tout cas pour nos structures, au détriment malheureusement d'autres structures. Voilà, on a vraiment joué de chance, nous, dans cette crise sanitaire. Ok, donc voilà, on peut voir que même finalement dans la crise sanitaire, et c'était l'exemple qu'on voulait donner un petit peu aujourd'hui, on peut avoir des success stories avec et une analyse des facteurs clés de succès dont Romain a parlé. Lionel, tu voulais, je voulais réagir à propos, parce que tu vois, on n'oppose pas études et puis et le vécu d'un exploitant, parce que je pense que c'est le vécu des exploitants qui combiné donne les études. Je pense que la question que tout le monde se pose, notamment les personnes qui assistent à cette table ronde, c'est qu'est-ce qui est structurel, qu'est-ce qui est conjoncturel.
et notamment ceux qui veulent investir dans des activités. Moi, je pense que tu vois juste. Je pense personnellement, aidé bien sûr par les études, qu'est-ce qui est structurel, c'est-à-dire qui va durer dans le temps? Le local. Très clairement, le local. Ne mettons pas dos à dos les activités entre elles. On en parlait, ne mettons pas dos à dos les pratiques de loisirs. On peut aller à Punta Cana au Club Med, mais on peut également aller dans tes propres parcs et tout. Parce que les concurrents, c'est peut-être pas l'autre type d'hébergement et tout, c'est peut-être tout simplement d'autres secteurs d'activité. Ça peut être, j'achète pas un mobile, le dernier mobile, et puis je vais plutôt me faire plaisir. Hein. C'est la question sociologique de l'avoir et de l'être. Et bien là, on vit des expériences et on s'enrichit davantage que des fois quand on possède des choses. Donc le local va perdurer. La deuxième chose, c'est la sécurité. Ça aussi, dans la sécurité sanitaire. Avant, c'était un autre type de sécurité. Quand on allait choisir ses vacances, aujourd'hui, la sécurité sanitaire s'invite et ça va durer. Le troisième point, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, un certain nombre d'opérateurs ont été contraints de rendre flexibles leurs conditions générales de vente et tout. Ça sera la nouvelle norme. Vraiment, c'est important. Réaction, il y a des opérateurs... Je vais citer Airbnb parce que ça ne fait pas plaisir à bon nombre d'opérateurs touristiques qu'on cite Airbnb. Et pour autant, c'est quand même un opérateur qui a mis la flexibilité également avant même la crise comme un des fers de lance. Et je pense qu'il faut que ça perdure en tant que tel. Alors justement, on a une question, Lionel, par rapport à la flexibilité là, sur le chat. Question de Tristan qui demande, avez-vous modifié votre offre suite à ces changements d'habitude de consommation de votre clientèle ou prévoyez-vous de la modifier pour la saison 2021 ? Alors on a été un peu pris de court sur la saison 2020 pour pouvoir modifier l'offre. On a modifié le parcours client, on a modifié on a tout mis en place, toute la partie gestes barrières, désinfection, tout ce genre de choses. On a dû adapter plus nos procédures que notre offre. Et là, on est en train de modifier notre offre justement en augmentant les surfaces d'accueil sans augmenter nos fréquentations maximales instantanées. Donc voilà, on essaye d'adapter au maximum à cette crise-là. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter les surfaces d'accueil ? Plus de terrasses, plus d'espace, plus de parasols. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas plus tard que 2 jours, j'ai commandé 65 nouveaux parasols pour nos structures, pour que les gens soient le moins agglutinés et puissent prendre le plus d'espace. Parce qu'on va un petit peu dans cette dynamique-là. On sait que 2021, on sera en plein dans la distanciation sociale et que on sera jugé par rapport à ça et les gens viendront ou ne viendront pas par rapport à ça. Si on entasse les gens les uns sur les autres, je pense que ce sera pas du tout... Pas du tout 2021. Donc là on a vraiment la problématique de la dimension de la structure dont tu parlais tout à l'heure. Juste avant de rentrer là-dedans, je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour répondre au sondage. Donc n'hésitez pas à le faire, comme ça on pourra avoir la réponse dans 3 ou 4 minutes. Alors revenons sur cette dimension. Il y a à la fois la dimension du parc, tout à l'heure, dans ton explication, c'est-à-dire, alors l'idée c'est pas d'opposer, c'est de comparer, Lionel, entre les gros parcs d'attractions Disney, Walibi versus Wham Park, dimension plus familiale. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension, et tu parlais d'agrandir les espaces, à l'intérieur du parc, avec un vécu de l'expérience, un besoin de vivre l'expérience avec une sphère plus intime, sphère familiale, et donc d'avoir son espace à soi. Donc là, vous avez apporté des réponses. Est-ce que vous allez continuer à pousser un peu dans ce sens-là ? Oui, c'est un élément de réponse que j'ai apporté juste avant, en essayant de faire différents espaces, voilà, différents espaces aussi dans lesquels les personnes se retrouvent, c'est-à-dire peut-être un manche debout quelque part, une terrasse avec des tables et des chaises de manière un peu classique, d'autres espaces avec des transats, pour que chaque groupe arrivent à s'y retrouver et identifient vraiment leur propre espace qu'ils vont s'approprier sur nos bases de loisirs. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. En effet, on essaye de diversifier cela pour augmenter le spectre de clientèle que l'on va accueillir. Moi, j'avais une petite question pour toi, Romain. Est-ce que vous avez modifié ou changé votre façon de communiquer, votre façon de promouvoir votre activité liée à la crise? On pouvait difficilement se soustraire au fait de communiquer sur
la mise en place des gestes barrières, des recommandations, voilà, la préfecture qui venait voir régulièrement si on avait mis en place les gestes barrières et si tout était bien suivi. Donc ça fait partie un peu de notre communication. On ne voulait pas non plus avoir une communication anxiogène par rapport à cela. On le mettait en place, on faisait ce qu'il fallait faire, mais au niveau de la communication, les gens venaient chez nous sur l'été 2020 pour une bulle d'air. Je ne sais pas qui tout à l'heure parlait de bulle d'air, c'est vraiment ça. Donc, ils savaient qu'ils étaient en sécurité, la désinfection de tout le matériel régulièrement, de tout le matériel de glisse, des personnes en arrivant, tout ça. Ils savaient qu'ils étaient en sécurité, mais une fois qu'ils étaient chez nous, c'était plus pour penser à tout ça. Donc on n'a pas axé notre communication là-dessus pour éviter que quelque chose de fun devienne quelque chose d'anxiogène. Merci, intéressant cette remarque. Alors du coup, moi j'ai une petite question du chat là où on me demande, Jean-Claude Duleroy demande quelle est la part entre le chiffre d'affaires des téléskis nautiques et de l'activité Wampark, des autres activités de Wampark. C'est le benchmarking. Du coup, en pourcentage, en gros, en fait, on a différentes phases où en début de saison, on est sur plutôt 70% du chiffre d'affaires et en haute saison, ça descend à entre 30 et 40%. D'accord, ça c'est la partie téléski nautique. Okay. Par rapport au reste, on a aussi une partie restauration qui fait un petit tiers et puis le reste des activités, un autre gros tiers sur la haute saison, sur juillet-août. D'accord. Et alors du coup, ça fait le lien avec la dernière question que je voulais te poser, où tu auras 30 secondes pour y répondre. OK. Et c'est un petit peu tu parlais de démocratisation, d'accessibilité. Wampark, au départ, c'est une culture... le téléski nautique, le wakeboard, c'est une culture particulière. Comment vous faites pour jongler en termes d'image, parce que vous êtes vraiment versus... Wampark par rapport à d'autres exploitants plutôt dans une approche globale, démocratique de l'activité. Comment vous faites pour garder votre identité et votre âme quand même qui est liée à cette culture-là? C'est ça. On marche sur un fil en permanence en fait parce qu'on essaye de tourner le dos à aucune des clientèles, autant les riders que les familles. On essaye de faire cohabiter tout le monde. On a des procédures, on a une communication. C'est là où on axe vraiment sur la communication de quelque chose plutôt de familial, d'accessible et en effet un petit peu en opposition à certains autres téléskis nautiques qui sur le fond font la même activité mais sur la forme la présentent très différemment et on s'aperçoit que sur quelques détails on arrive à axer notre clientèle et à avoir une clientèle soit de pratiquants réguliers soit de très familiales. Et donc nous on a clairement pris le parti depuis longtemps de s'orienter vers les familles sans pour autant tourner le dos aux pratiquants avec des créneaux spécifiques pour eux. D'accord, merci. Oui, parce que c'est un autre point aussi dont on n'a pas encore parlé de la crise, c'est que finalement, il y a des contextes culturels qui étaient réservés, entre guillemets, qui étaient réservés à un noyau fort de pratiquants qui sont investigués par d'autres personnes. Donc, c'est la démocratisation, mais du coup, avec les problèmes de choc de culture, on me prend mon territoire, voilà, et d'identité, arriver à garder son identité. Donc, ce sera une thématique aussi pour l'année prochaine. Voilà, on a déjà des idées pour l'année prochaine. Et voilà, mais avec une approche plus culturelle. Voilà. Donc, on va passer. Merci beaucoup, Romain. Et merci tous les trois, d'ailleurs, pour vos interventions. On arrive sur la fin. Il nous reste 5 minutes dans cette plénière. Donc, on va afficher les résultats de la question 2. Alors, vous avez demandé le mot-clé qui vous guide, vous et votre entreprise, pour avancer en 2021 et plus encore. Alors, qu'est-ce que ça donne? Adaptation, espoir, adaptabilité, c'est pareil. Résilience, persévérance, agilité. Donc, on a là, si on fait une analyse en live, on a quand même les notions de adaptation, adaptabilité et agilité qui sont Donc, communes. On avait bien choisi notre logo. Je ne sais pas si vous aviez regardé cette année. Pour l'événement, c'était un caméléon. Là, on le voit sur le haut, mais normalement, il était sur le globe. L'idée, c'était bien de représenter l'adaptation dans le contexte actuel pour l'avenir. C'est ça. Et après, on a quand même un côté positif avec espoir, résilience aussi. Donc, la capacité et persévérance, la capacité du secteur de la montagne à réagir. Donc, on est toujours aussi avec l'adaptation, c'est ça. Et le côté optimiste, croire en l'avenir, parce que sans ça, en fait, on n'avance plus, c'est certain.
et le travail pour y arriver. Et puis, les méthodes, les leviers existants pour, en tout cas, se relever, qui peuvent être la diversification et l'innovation, en tout cas. Et oui, juste des clés pour lire ce nuage de mots. Plus le mot est en gros, plus il a été proposé par vous. OK, donc voilà. Voilà. Mais oui, c'est logique, mais c'est bien d'expliquer aussi un petit peu comment ça se passe. C'est côté prof. Voilà, ça va bien. Voilà, donc merci, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Ça retrace un petit peu les propos de ce matin de la plénière, mais en même temps, c'est bien aussi de conforter ça avec vos réactions. Donc cette plénière, finalement, ce matin... Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Moi, je fais le lien avec ce nuage de mots, c'est que les professionnels du secteur des loisirs restent quand même optimistes. Ils restent optimistes parce que les Français et aussi les internationaux vont continuer à se faire plaisir à travers le tourisme, le sport et tous les loisirs qu'offre notre territoire. Et dans ce cadre-là, il faudra, dans tous les cas, nous adapter et évoluer avec les tendances pour saisir les opportunités qui se présentent. Donc, innover, se démarquer, s'inscrire globalement dans une démarche de développement durable, développer et valoriser ses atouts, et puis être agile, savoir également prendre des risques. Donc, malgré le contexte, il faut savoir que les Français n'ont jamais autant créé d'entreprises qu'en 2020. Ça fait depuis 2017 que la création d'entreprises est en hausse en France, mais l'année 2020 a été apparemment un millésime, avec des micro-entreprises qui ont eu le vent en poupe. Et comme toute crise, la Covid-19 secoue le tissu économique français. Il y a et il y aura un processus de destruction, malheureusement, avec des entreprises qui vont péricliter. Mais il va aussi y avoir, et il y a déjà, un processus de destruction créatrice. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent le concept. Ceux qui ont étudié en économie, c'est le concept de Schumpeter. Et on le voit à travers les chiffres qui illustrent un renouvellement très rapide du tissu productif, en tout cas français. Merci, oui, c'est ça. Merci, Kaline, pour ton résumé et ton point de vue. Alors, un petit point, tout à l'heure, dans le nuage de mots, on a oublié peut-être aussi de mettre en avant l'aspect innovation, quand même, la nécessité d'innover, d'inventer des nouvelles choses. Et puis, alors, pour conclure, de mon point de vue, on observe donc une évolution encore plus rapide du comportement des consommateurs. On l'a vu, nos trois présentateurs sont venus nous en parler ce matin et ont appuyé là-dessus. Donc, les logiques de consommation, finalement, elles évoluent et elles évoluent de plus en plus rapidement autour de quatre axes forts. Donc, le premier, c'est la sensibilité à l'environnement qui est renforcée. Donc, c'est ce que vous avez appelé développement durable, mais en tout cas, c'est ce rapport à l'environnement, et qui va avec le deuxième point, qui est une réappropriation de l'espace, une réappropriation du territoire, en fait, et s'affranchissant des pratiques et des modèles traditionnels. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place en termes de logique de consommation, de mode de consommation. Le troisième point, c'est un retour à une consommation plus locale, plus proximale, à des structures à taille humaine, du circuit court quelque part, qui rentre dans nos logiques de consommation du tourisme ou en lien avec la montagne. Et enfin, le dernier point, c'est cette position hégémonique du digital. Dans les modes de communication et de prise d'information aussi. Maintenant, tout passe par le digital. Et c'était une tendance forte. Donc là, la crise du Covid a vraiment été accélératrice à ce niveau-là. Et pour moi, va vraiment ancrer cet accès généralisé ou même obligé au digital dans notre mode de fonctionnement. Voilà, donc il nous reste 20 secondes, on est pile poil dans le timing. Alors en termes de gestion du timing, on est plutôt très bien. On a eu des petits soucis, on est vraiment désolé, on s'excuse encore une fois par rapport aux soucis de diffusion. Les liens, vous inquiétez pas, les replays vont être mis en place sur ils vous seront renvoyés par mail, et puis, ils sont sur les réseaux. Sur les réseaux, sur les sites du cluster, sur le site du Master CEST. Voilà, donc pas de souci, vous pourrez avoir toutes les infos en détail. On vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette première partie qui posait un petit peu les bases de la journée. Encore un énorme merci à nos trois intervenants,
qui ont apporté leur sensibilité, leur expertise et leur analyse, voilà, dans ce contexte un peu compliqué et émouvant de cette crise sanitaire. Eh bien, on se retrouve dans 15 minutes pour une prochaine table ronde sur le sujet mer-montagne, où l'idée, justement, ça va être de partager, de croiser les réflexions et les bonnes pratiques entre deux filières parallèles dans la grande famille du tourisme. À tout de suite.